On est en live confiné. Pas le choix. En fait, quand mon père est arrivé en Belgique, il venait du Québec et il venait en Belgique pour étudier la bande dessinée, puisque c'est un pays où la bande dessinée pardon, est renommée. Et du coup, il dessinait pas mal. Et je me souviens de plusieurs de ces planches qu'il avait encadrées et qui se trouvaient dans la maison. Et ces planches m'ont pas mal marqué parce que fatalement, je les ai vues pendant une bonne partie de ma vie, vu qu'il les a gardées même lorsque mes parents ont divorcé, qu'il est parti emménager dans un autre appartement. Bah, ces planches sont parties avec lui. Et il y avait vraiment plusieurs styles différents de dessin, parce que lui, il pouvait tout aussi bien faire du dessin humoristique assez caricaturé que du dessin plus réaliste, plus complexe. Et ce sont ces planches-là, un peu plus complexes, qui m'avaient vraiment marqué quand j'étais petit, des planches en noir et blanc. Et même, je me rappelle que j'avais envie de lire la suite et que bon, bah, la suite n'existe pas vraiment. Hein. C'était des planches plus ou moins uniques qu'il avait faites. Et il y avait notamment un personnage, une espèce de jeune homme avec un long manteau qui faisait un peu détective, qui marchait dans ce qui s'avère être le parc royal de Bruxelles, pour ceux qui connaissent, donc le parc juste en face du Palais Royal. Et il s'était inspiré de tout ce qui est les balustrades, etc., extrêmement spécial, et la disposition des arbres dans ce parc pour C'est faire tout en longueur. ces cases. Ouais, mais c'est un drôle de parc, effectivement, divisé en longueurs, bordé d'arbres à chaque fois. Et alors, à chaque fois, au bout d'une de ces longueurs, bah, tu arrives à un endroit plus vaste avec une fontaine ou que sais-je. Donc, pas spécialement un grand parc, mais un parc assez designé, si on veut. Donc, avec une vraie logique derrière. Et on le retrouve bien dans ces cases-là. Et moi, je connaissais ce parc-là, donc c'était toujours marrant pour moi de le reconnaître dans les cases. Et il y avait un truc assez poétique avec des feuilles mortes qui volent au gré du vent, et le personnage qui en saisit une. Et il y avait toute sa réflexion en écrite, toutes ces pensées qui étaient écrites. Je m'en rappelle plus aujourd'hui, parce que mon père a déménagé en Colombie depuis quelques années maintenant, donc j'ai plus accès aux planches en elles-mêmes, mais c'est marrant de voir comme le dessin en soi m'a marqué et pas ce qui était écrit. Donc je sais que ça, c'était un de ces gros projets d'il y a plusieurs années, évidemment maintenant, une bande dessinée qu'il aurait voulu faire autour de ce personnage, avec tout un univers, etc. Et que, bon, bah, il a toujours eu du mal à percer dans le milieu de la bande dessinée, à vraiment pouvoir en vivre. Et il s'est redirigé petit à petit vers d'autres choses. Alors, cette planche, c'était un peu comme un témoin de ce rêve de carrière dans la BD, qui n'a jamais non plus été tout à fait éteint, parce que il a toujours eu des petits contrats pour des petits magazines, des one-shots ou quoi en bande dessinée, et lui, il a toujours pratiqué un peu de son côté, essayé de relancer certains petits projets ou quoi, mais disons que le rêve de devenir dessinateur BD et d'en vivre, il s'est un petit peu estompé avec le temps, ce qui peut être triste en soi, mais vu tout ce qu'il a fait d'autre dans sa vie, ça l'est pas. Donc je tiens à rassurer, hein, c'est pas quelque chose de triste en soi. Mais moi ça m'a vraiment marqué, parce que c'est quand même vachement impressionnant aussi. Moi j'étais très impressionné par le dessin en lui-même, et j'aurais bien aimé faire pareil. D'ailleurs avec mes deux petits frères, parce que j'ai trois petites sœurs et deux frères, ben on dessinait beaucoup quand on était petits. Eux ils ont continué, moi je me suis arrêté à l'adolescence, donc je dessine pas mal, mais on est très loin d'un niveau pro ou quoi. Et du coup, bon, bah, il y avait toujours cette espèce de truc où on dessine parce qu'on est influencé par notre père, fatalement, qui dessine tout le temps, qui a plein de BD à la maison, etc. Et on a cette envie d'approcher un peu de ce niveau. En tout cas, c'était vraiment un objectif que j'avais quand j'étais gamin, essayer de dessiner comme mon père, quoi. C'était et du coup, voilà, cette planche-là, ça doit être une des images les plus marquantes, avec d'autres. Et petit bonus, il avait fait une reproduction du poster de Eraserhead de Lynch. Et ça, c'était quelque chose qu'il avait fait quand il était encore au Québec et qu'il avait ramené avec lui. Et ça aussi, c'est une image qui m'avait beaucoup marqué, parce que elle est particulière, quoi, cette affiche. C'est vraiment une reproduction, quoi. Donc, et je trouve ça trop stylé. Et j'ai découvert le film
beaucoup plus tard, quoi. Donc, mais c'est marrant parce que du coup, cette affiche, pour moi, elle signifie complètement autre chose que juste, le poster de Eraserhead, qui est peut-être une des œuvres les plus bizarres que j'ai pu voir. Là, tu parles de l'affiche d'Eraserhead. Est-ce que c'est pour toi une porte d'entrée? Enfin, tu dis que tu as découvert le film beaucoup plus tard, mais est-ce que tu avais conscience que c'était quand même, il y avait un parfum un peu d'épouvante? C'est pas un film d'épouvante, Eraserhead, mais c'est un film sur très onirique, très cauchemardesque, on peut dire. Cauchemardesque, j'aurais dit, ouais. Du coup, ça t'effrayait, ça te fascinait. C'était cette affiche, elle te disait quoi? Parce que tu disais là que elle te racontait une autre histoire que le film que tu as vu. Alors, elle te racontait quoi comme histoire? Ouais, c'est une bonne question. Elle m'effrayait pas ou quoi que ce soit. Il y avait plus une espèce de fascination parce que je savais que c'était un film dans le sens où quand j'étais en âge de me poser la question, parce que celle-là pour le coup je l'ai vu très longtemps et qui m'y a répondu. Bah il m'a dit voilà c'est l'affiche d'un film que j'aime beaucoup ou quoi. Et moi, ça s'est un peu arrêté là au niveau de ma réflexion par rapport à l'affiche en elle-même. J'étais assez jeune, donc pas vraiment, j'avais pas d'intérêt encore dans le fait de découvrir des films que je connais pas ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce tableau, parce qu'il avait peint ça sur une toile, c'était un tableau que je trouvais vraiment beau, que je trouvais foncièrement beau et et du coup, il me suffisait. J'avais pas besoin d'aller plus loin en essayant d'aller découvrir l'œuvre qu'il avait inspirée. Par contre, des années plus tard, là où à ce moment-là, j'étais en âge de moi découvrir des films, rechercher de nouveaux réalisateurs à découvrir, essayer de pousser ma culture plus loin, les frontières de ma cinéphilie plus loin. Même si à l'époque, j'aurais jamais parlé de cinéphilie, forcément, on était plus dans de la pure découverte. Bah, à un moment, bah, ça a été un film à découvrir. Du coup, je me dis, c'était le film dont j'avais vu l'affiche toute ma vie sans savoir de quoi ça parlait, même si à côté de ça, ma mère, c'est un film qu'elle déteste profondément, qu'elle trouve idiot, tout ce qu'on veut. C'est pas du tout son type d'œuvre. Ben, elle me disait que c'était nul quand j'étais plus jeune et que j'en parlais. Mais à côté de ça, mon père, lui, en vantait les mérites, quoi. C'est un film qui l'a, lui, complètement fasciné pendant des années, et sans doute encore aujourd'hui. Et du coup, bon, quand j'étais plus grand, bah, ça a été un objet de curiosité pour moi. Ça a été quelque chose que j'avais envie de découvrir un peu par moi-même, tout seul, via mon ordinateur dans ma chambre à l'époque. Et ouais, ça a été. Et bizarrement pour moi, du coup, Eraserhead, c'est avant tout cette toile de mon père avant d'être le film que j'ai découvert beaucoup plus tard, même si j'ai beaucoup aimé. Et si le film m'a perdu, comme sans doute tous ces spectateurs avant moi et tous ceux après, hein. Mais ouais, c'est assez particulier. J'ai pas eu le même attrait pour cette image que je l'aurais plus tard pour on en parlait dans le live avec Merej, par exemple les jaquettes des VHS Freddy dans les vidéoclubs qui elles pour le coup bon elles sont beaucoup moins ambiguës fatalement, c'est beaucoup plus clair, mais quand j'étais petit ça pour moi c'était un objet de fascination où vraiment je me disais ça a l'air terrifiant, j'ai envie de découvrir ça. J'ai pas du tout eu la même relation avec cette peinture parce que pour moi petit c'était juste une peinture. Il y avait, même si je savais vaguement que c'était inspiré d'un film, la peinture se suffisait à elle-même vraiment et quand je la voyais j'allais pas plus loin. Donc et il y avait toujours cette idée que c'était la peinture faite par mon père et encore plus quand j'étais enfant où je faisais moins le lien avec quelque chose qui existe vraiment, où lui il l'avait reproduit pour le style parce que c'était quelque chose qu'il aimait bien et qu'il voulait en faire un objet de décoration fait main pour chez lui, je crois quand il était étudiant même, donc voilà. Et ouais, du coup, comme c'était fait par mon père, que en plus ça venait du pays d'où il est venu et où j'ai jamais été, hein, en plus. Donc, il y avait plus un objet vraiment lié à mon père qu'à l'œuvre en elle-même, qu'à l'art avec un grand A en lui-même. C'est assez particulier, je pense. À quel moment, comme ton genre de prédilection c'est l'horreur, tu es rentré dans l'horreur? Est-ce que tu étais enfant? Est-ce que c'était très jeune? Je suis curieux de savoir ça. Ouais, bah, en fait, je dirais que ça m'a toujours vraiment fasciné tout ce qui est film d'horreur, histoire d'horreur. Ces univers-là m'ont vraiment toujours presque obsédé, hein, honnêtement. Surtout que quand t'es gamin, bah, on t'interdit un petit peu de t'approcher de ces univers-là, en tout cas dans une certaine mesure, ce qui renforce un peu le côté obsessionnel, le côté fascination pour toutes ces histoires-là, un peu glauques, un peu creepy.
Et mais depuis que je suis petit, j'ai toujours été attiré vers les tendances horrifiques de ce que je regardais. Par exemple, il y a toujours eu des espèces de, je sais pas, de dessins animés ou de petites séries plus enfantines, mais avec ce côté toujours assez horreur. Je me rappelle que quand j'étais vraiment petit, mais là on parle de, c'est une image qui, j'aurais peut-être même pu répondre ça aussi à la première question, une image qui m'est restée en tête pendant très longtemps et qui m'a fait même, qui m'a donné quelques cauchemars. C'est un jour mon père regardait sur la télé de notre tout premier appartement, donc j'avais même pas 5 ans, honnêtement j'étais vraiment petit. Il regardait une espèce d'émission, je sais plus de quoi ça parlait en tant que tel, mais c'était une émission sur le cinéma de toute évidence, où il passait des extraits de films, ce genre de trucs. Je sais pas si c'était des bandes annonces, c'est juste une émission qui annonçait des sorties ou que sais-je. Et c'était presque tous des films d'horreur. En tout cas, je me rappelle de, je sais pas si c'était un truc un peu parodique, je me souviens pas assez bien pour pouvoir aujourd'hui déterminer d'où ça vient, mais il y avait par exemple une scène où tu avais un mec qui portait une femme en tenue de femme mariée et dans une espèce d'hôtel ultra miteux, ultra glauque, et il l'emmène dans une chambre toute pourrie et je me rappelle que ça termine en tout le monde se vomit dessus. Je me souviens que je regardais ça avec des grands yeux. Et alors, il y a une autre scène d'autre chose, hein, de complètement autre chose, qui m'avait vraiment fait peur pour le coup, où tu avais des gens qui couraient dans une forêt et tu voyais des mains qui sortaient du sol pour essayer de les attraper. Et ça, je me rappelle que ça m'avait... ça ressemble à plein de trucs que je connais aujourd'hui. Mais tu sais, comme c'est des choses que j'ai découvert quand j'étais petit, il y a de fortes chances que je les ai un peu modifiées avec le temps à force d'y repenser. Et j'ai jamais réussi à retrouver exactement d'où proviennent ces images. Et à mon avis, c'est moi qui les ai un peu... manipulées. Je retrouverai jamais ces images. Elles existent probablement pas telles que je m'en souviens. Mais... ça, par exemple, c'était des images que j'avais vues que pendant quelques secondes et elles m'ont vraiment marqué. J'étais à la fois vraiment et d'un autre côté, j'étais fasciné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? En plus, ça me paraissait tellement bien fait, tellement réel. Quand t'es gosse, tu vois moins tous les problèmes d'effets spéciaux ou quoi qu'il peut y avoir dans des œuvres. Tu crois beaucoup plus facilement à ce genre de choses. Et alors plus tard, quand j'ai commencé à regarder tout ce que je disais, des dessins animés ou quoi, très petit, j'étais attiré par les trucs que je pouvais pas regarder. Genre j'adorais les mangas, Dragon Ball, etc. Mais je voulais aussi voir des choses un peu plus corsées comme Ken le Survivant. J'avais 5 ou 6 ans, mon père voulait pas que je regarde ça parce que de petit Kenshiro, il était quand même extrêmement violent. Mais moi, c'est à chaque fois ce genre de choses que j'avais envie de voir. Et plus tard, en grandissant, il y a eu des programmes. Par exemple, il y avait la série Chair de poule, dont j'avais aussi des bouquins. Donc là, c'est quand je commençais à lire et à écrire, donc 6 ans à peu près. Et bah ça, j'adorais. C'était mon rendez-vous après l'école, avant de manger. Je me rappelle, c'était la série Chair de poule sur Club RTL. S'il y a des Belges qui regardent, ça leur parlera. Et moi, j'adorais cette série, j'adorais ce principe de chaque épisode, c'est une nouvelle histoire effrayante, pareil pour les bouquins qui ont été parmi les premiers livres que je lisais et qui me faisaient vraiment peur pour le coup. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ce côté histoire autour du feu, tu sais, on s'amuse à se faire peur, j'aimais vraiment bien ça, au point que pendant mes 2 premières années à l'école primaire, 6-7 ans donc, il arrivait, c'était fréquent que pendant la récréation, j'inventais des histoires que je racontais à mon groupe de potes avec qui on était. Et je sais pas trop d'où ça me sortait, je me souviens plus du tout de ce que je racontais, mais voilà, il y avait cette envie et c'était une envie qui était partagée par mes petits camarades de l'époque, qui étaient aussi attiré que moi par tout ce qui était film d'horreur ou quoi, donc forcément ça joue aussi sur cette fascination parce qu'on est plusieurs à l'entretenir et à se pousser vers ça. En fait, mon père, il était très fan de cinéma, très cinéphile. Hein. Il a, depuis quasiment aussi loin que je m'en souviens, acheté les Mad Movies, etc. Donc, j'avais fréquemment quand même des images qui me passaient sous les yeux, même si c'était très furtif. Je pouvais pas voir profondément de quoi ça parlait, ce que c'était exactement, parce que je pouvais pas trop. Du coup, j'ai commencé, moi, à essayer de repousser ces limites-là un peu en cachette. Mon père avait ses propres VHS et parmi elles, il y avait, c'est une anecdote que j'avais racontée, il y avait Starship Trooper, donc qui n'est pas en soi un vrai film d'horreur, mais qui contient quand même pas mal d'images qu'on peut qualifier d'horrifiques, surtout pour un gamin de 7 ans, quoi. Et cette cassette, c'était interdit pour nous de la voir et moi, j'avais très envie de la regarder parce que ça m'avait l'air d'être un truc de science-fiction ultra stylé et j'aimais bien ce genre d'univers. Et alors, un jour, pendant que mes parents dormaient, je suis descendu et j'ai embarqué en plus mes 2 petits frères avec moi et on a été regarder Starship Trooper. Et ouais, ça, c'était quand même un beau petit choc parce que c'est quand même gore pour des gamins. Et ces monstres, ces arachnides, ces parasites, ils sont vachement réalistes pour nous à l'époque. C'était vraiment un gros choc, un de mes premiers chocs cinématographiques en tant que tel, et qui m'a
qui m'a poussé à découvrir plus d'univers, plus de monstres, ce genre de choses. Et à côté de ça, mon père avait donc pas mal de bandes dessinées. Et je me rappelle avoir découvert assez tôt Akira. Tu sais, il avait ces longs albums Glénat en couleur, en plus des très très beaux albums. Ah, tu les as là? Mais non, j'ai racheté ceux en noir et blanc. Mais il y avait la version couleur qui était colorisée par un Américain, je crois. Ouais, et qui était vraiment, vraiment belle, quoi. Et des beaux albums bien grands. Donc moi, très tôt, j'allais piquer dans les bandes dessinées de mon père pour les feuilleter. Il y en a plein dont je me rappelle pas, mais Akira, j'ai un peu grandi avec ça. C'est-à-dire qu'au début, j'étais assez... comment dire, il avait pas tous les Akira, il avait les 8 premiers tomes de mémoire. Donc j'avais pu assister au réveil de Akira, par exemple, qui est un moment incroyable dans la bande dessinée. Et plus tard, quand j'ai découvert le film, j'ai été extrêmement déçu que ça se passe pas du tout de la même façon, même si ça m'a pas empêché d'adorer le film. J'avais encore ces magnifiques pages dans la bande dessinée. Il y a une double page, tu sais, quand il fait son espèce d'apocalypse. C'était incroyable. Le personnage de Tetsuo me terrifiait et en même temps, t'as ce côté où Tetsuo, il est imparfait. Tu t'identifies très facilement à ce personnage, beaucoup plus qu'à Kaneda, qui est un peu le héros rebelle, beau gosse et tout. Et t'as Tetsuo qui est un peu le petit minable au début et qui en a marre d'être un minable. Alors, il veut dépasser cette condition-là. Et du coup, je trouve que quand t'es gamin et que tu découvres un truc pareil, tu t'identifies beaucoup plus facilement à Tetsuo qu'à Kaneda. En tout cas, ça a été mon cas. Et je me rappelle que j'étais vraiment très, très fasciné par le personnage de Tetsuo. Et encore aujourd'hui, c'est un personnage fictif que j'aime énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Avec toutes ses failles. Exact. Et toutes ces petites choses qui sont pas des univers à proprement dit horrifiques, avaient quand même des trucs qui me terrifiaient, quoi. Moi, ce côté fin du monde dans Akira, ça me faisait vraiment, vraiment flipper à l'époque. Pareil que les parasites dans Starship Trooper, et en plus il y avait ce côté, tu sais, dans Starship Trooper, t'as cette ville en Argentine qui se fait exploser par les parasites, ses parents qui sont morts et tout. T'avais toujours un truc avec la mort, avec la faim, avec qui faisait vraiment plus peur que les monstres en question, ou que, même si je dois avouer que les têtes explosées de Akira, c'était aussi quand même quelque chose d'assez marquant. Ah oui, j'étais aussi extrêmement marqué par les guerres de gang avec le gang des clowns et leur boss, le Black Massif là, avec son maquillage de clown, qui était, je le trouvais incroyable. Ah, c'était le deuxième album, je l'ai lu plus que tous les autres. Celui-là, je l'adorais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que plus tard, j'ai été très attiré par tout ce qui est film de gang, film de prison, etc. Genre Warriors. Ouais, par exemple, Warriors ou Les Princes de la Ville, ce genre, tout ce qui est aussi Running Man. Oui, ou Menace to Society, etc. Tu sais, tous ces univers-là m'ont beaucoup... Enfin, voilà, c'est des univers vers lesquels j'ai été très fort attiré. Et tout ça m'a amené petit à petit à être assez vite dans des univers violents, en tout cas. Peut-être pas horrifiques en tant que tels, mais très violents. Et je me suis assez vite familiarisé avec ces violences-là. Et il y a eu la série X-Files qui arrivait par après, qui me faisait pas mal peur aussi. Et je regardais toujours les mêmes épisodes en boucle, en fait. Et tu sais, quand t'es gamin, ça te dérange vraiment pas, ça. T'enchaînes. J'ai regardé plusieurs fois les épisodes avec Toons parce que c'était vraiment le méchant qui me fascinait le plus et à la fois qui me terrifiait le plus. Il m'a fait faire quelques cauchemars. Et les premiers vrais films d'horreur que j'ai découverts, ça a été L'Exorciste et Le Loup-garou de Londres, que j'ai découvert plus tard, du coup, avec ma mère. Donc, j'avais un de mes petits frères qui regardait avec nous, c'était devant l'Exorciste, et il avait tellement peur de ce qu'il voyait qu'il était fixé derrière sur une espèce d'image en métal de Marilyn Monroe, qu'on avait un truc de pub, c'est un truc de déco, et mon frère, il restait fixé là-dessus pour ne pas devoir regarder l'écran. Donc, ça, c'est un chouette souvenir. Si jamais il passe par là, ça le fera peut-être sourire. Enfin, voilà. Donc, en soi, ça a été... par échelon, je suis pas tout de suite arrivé, boum, un gros film d'horreur des familles. En tout cas, je m'en rappelle pas. Je suis sûr que j'ai vu au moins des bribes de films d'horreur quand j'étais gamin et que ça m'a marqué d'une certaine façon, mais pas au point que ça m'ait vraiment lancé. Il y a d'autres œuvres un peu plus en bordure de l'horreur qui m'ont vraiment, vraiment touché et qui m'ont influencé après pour mes goûts, pour mes futurs goûts. J'ai pu remarquer en fait que souvent c'est les grands frères, les grandes sœurs, les aînés qui poussent à la transgression comme ça, mais là c'est toi le grand frère. Alors j'étais l'aîné, mais j'avais un père qui était un peu, enfin mon père c'est un peu un grand frère
par rapport à ça, par rapport à la transmission, parce il adore partager ce qu'il aime, il adore en parler. Quand on se parle au téléphone, ça dure toujours des heures pour parler d'un film ou d'un truc qu'on a vu, qu'on a lu. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, lui, pendant très longtemps, ça a été lui qui m'a fait découvrir tout un tas de films. Il y avait une grosse collection de DVD. Donc, souvent, il disait, allez, aux soirées films, bah, je vous mets ça. On n'avait pas le choix, il avait choisi un film et on le regardait tous ensemble en famille. Alors, il y avait évidemment de temps en temps des films un peu effrayants, mais il y avait vraiment de tout. C'est quand même un grand fan de cinéma de genre, mais c'est pas spécialement un fan de cinéma d'horreur. Par exemple, quand il va voir un mauvais film d'horreur, il va pas aimer. Pour lui, ça va juste être un mauvais film. Moi, il y a plein de mauvais films d'horreur que j'adore pour plein de raisons. Ça, j'adore dans ce film, ça, j'adore. Même si le résultat final et dans sa globalité n'en fait pas un bon film, bah, ça n'empêche pas que moi, je le considère comme une bonne œuvre, un bon film d'horreur, peut-être. Et du coup, en grandissant, j'ai développé cette particularité-là par rapport à lui, au point qu'une fois, il me l'a dit, et ça m'avait quand même marqué, ils me disent, ça m'étonne que tu sois aussi fan de films d'horreur, parce que moi, c'est pas mon cas. Il m'avait dit ça comme ça, il était vraiment conscient de nous avoir influencé sur plein de choses, et là, il était surpris parce que ça venait pas vraiment de lui. Bah, ça, je sais pas trop d'où ça vient, c'est juste que depuis très petit, j'ai voulu aller vers ça, et du coup, bah, aujourd'hui, je continue. Et ouais, en tout cas, il y a eu cette influence de sa part à lui, même pour plein de choses, parce que mon père, quand on était petit, par exemple, il avait des jouets Star Wars auxquels on pouvait pas toucher. C'était ses jouets Star Wars à lui, et il me les a offerts un jour pour mon anniversaire, parce qu'en fait, j'allais tout le temps les voler pour jouer avec. Et il y avait ce côté, je peux pas, alors j'ai envie, quoi. Et plus tard, maintenant, il a toute une collection avec quasiment tous les jouets de Toy Story. Il en a blindé. Alors pour nous, gamins, tout ce genre de trucs, ça fait que, on adore évidemment ce genre de choses, et avoir un père qui est un peu dans tous ces univers-là. Il avait aussi tout plein de cassettes vidéo de manga, genre Pat Labor, ce genre de choses qu'on a regardé assez jeune ou quoi. Donc, on avait quand même toujours des centres d'intérêt en commun avec lui, dont on pouvait parler, il pouvait nous en apprendre toujours plus. C'est toujours lui qui allait me raconter des anecdotes de réalisation ou quoi, sur un truc que j'avais bien aimé, et moi, j'avais pas cherché à en savoir plus. Il me dire, ah, bah, tiens, bah, t'aimes ça, c'est marrant, parce que c'est le même réalisateur que tel film que t'avais pas aimé, par exemple, le genre de discussion qu'on pouvait avoir. Et ça a été son côté qui m'a intéressé au cinéma. Et plus tard, j'ai feuilleté ses Mad Movies, ses Ciné Live aussi qu'il avait. Je feuilletais un peu ses magazines, j'essayais d'en apprendre plus. Et plus le temps passait, plus j'arrêtais de juste me fixer sur les images, et je m'intéressais vraiment aux articles et à ce qui était dit. Et du coup, ouais, ça a été un peu le grand frère. Et moi, après, j'ai joué ce rôle-là, évidemment, avec mes petits frères et sœurs, hein, ça, c'est clair. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est le ressenti que j'ai en voyant ta chaîne, en fait. T'es le grand frère qui va passer les films. Alors, t'es plus jeune que moi, bien sûr, mais cette sensation de quelqu'un qui veut réhabiliter un genre, par exemple, qui veut réhabiliter un film, ce que tu racontais sur ton père, les anecdotes, que c'est très important, en fait, que la production, ça soit un tel, parce que il a réalisé, il a fait la production d'un autre film, donc ça a du sens, ça a du lien, etc. Donc ouais, je retrouve tout à fait ça dans ta chaîne. Tu m'as énoncé des noms, tu m'as énoncé Ken le Survivant, tu m'as énoncé Akira, Tooms, L'Exorciste, Le Loup-garou. Et le lien que je fais entre tous ces films, c'est l'horreur du corps, en fait. Genre, Ken le Survivant, il fait déformer les corps et ça explose. Akira, il y a tout son bras qui devient une espèce de... Même dans Starship Trooper, hein, parce que quand j'étais gamin, une des scènes de Starship Trooper qui m'avait vraiment le plus marqué, c'est une scène, tu sais, il y a cette soldate qui se fait cramer son bras par un des gros parasites, et tu vois son bras cramé et réduit en cendres, et moi, ça m'avait vraiment... et t'as aussi le personnage joué par Michael Ironside, qui a des membres... robotique, bionique, ouais, c'est ça, parce qu'il a perdu des membres à la guerre. Et ça, c'était quand t'es gamin, c'est assez, ça fait peur, parce que ça t'énonce la possibilité que tu perdes un bras. C'est possible de perdre un bras, une jambe, et t'as pas envie, quoi. Ça a pas l'air cool. Et c'est vrai mais je pense que pour beaucoup, quand t'es jeune, surtout le body horror, c'est un truc extrêmement particulier, hein. C'est très dérangeant, mais à la fois c'est complètement fascinant, parce que on a tous un corps, et voir comment un cinéaste ou un réalisateur, un dessinateur, tout ce que tu veux, peut arriver à contorsionner ton corps, parce que c'est presque ça que tu vois ton corps se faire déformer de façon
horrible, il y a un côté un peu masochiste à découvrir ça, un peu jusqu'où on peut aller dans la destruction de ce corps humain. Et évidemment, il y a plein de choses à en dire. Hein. Il y a des gens qui en ont, par exemple, il y a l'excellente vidéo sur YouTube de Alt 236 Alt 236 sur le body horror, où il part vraiment de ce postulat-là, toute son introduction. C'est le texte d'un personnage, peut-être lui, on ne sait pas, et c'est pas important, de quelqu'un qui n'aime pas son corps et il y a toute cette réflexion qui en découle sur le corps, sur l'importance qu'il a pour un être humain, sur ce que ça veut dire de le déformer, de le détruire dans une œuvre, ce que ça veut dire sur l'être humain, etc. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Mais quand j'étais gamin, ça me passait au-dessus de la tête, forcément. Et oui, complètement, ça me fascinait. Et c'est pareil pour Freddy, quand tu le vois, c'est un gars cramé, complètement brûlé. C'est au point d'avoir un visage monstrueux, hein, c'est fait pour. Et quand tu le vois quand t'es enfant, je sais pas s'il y a un gamin qui peut voir une affiche de Freddy sans se sentir mal à l'aise et à la fois même qu'est-ce que c'est que ce personnage. En plus, je me rappelais que j'étais très perturbé par le fait que les films portaient son nom, mais il avait l'air méchant. Et moi, ça, je comprenais pas quand j'étais petit. C'est comment ça se fait que les films portent le nom du méchant. C'est pas comme ça, normalement, c'est le héros. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi vraiment fasciné avec les films d'horreur en grandissant. C'est ce culte du méchant, l'iconisation de l'antagoniste qu'on retrouve, pour ainsi dire, dans aucun autre genre. Enfin, on le retrouve, mais à moindre mesure. C'est-à-dire que tu as des méchants stylés dans d'autres types de films. Hein. Les comic books, c'est que ça. Tu as des méchants stylés. Hein. C'est fait pour. Mais là, on est vraiment... C'est le méchant qui est au centre de l'attention du spectateur. C'est lui qui est sur l'affiche du film. C'est lui le seul personnage qui va être dans tous les films de la franchise. À quelques exceptions près, bien sûr. Ça vaut pas pour tout. Mais en tout cas, il y a un côté très particulier... avec le cinéma d'horreur pour ça. On regarde pas vraiment un film d'horreur, ou en tout cas une franchise horrifique, on ne la suit pas pour la Final Girl, ou moins en tout cas pour la Final Girl, que pour le méchant. Et il y a effectivement, il y a des exceptions, évidemment, il y a des héros qui sont tout aussi iconiques. Hein. Là, je pense à Laurie Strode dans Halloween, qui est évidemment quasiment l'égal de Michael Myers en termes d'iconisation. Mais pour autant, voilà, Michael Myers reste le héros, malgré lui, de la franchise Halloween. Et ça, enfin, quand je dis héros, c'est pas le bon terme, c'est l'icône, c'est la marque de la franchise Halloween, à tel point que quand ils ont voulu s'en éloigner avec le Halloween 3 de Tommy Lee Wallace, Le sang du sorcier, quand ils ont voulu transformer la série en anthologie qui se passerait à Halloween, ça a fait un four et ils sont vite revenus à Michael Myers par après. C'est ça que les gens voulaient voir. Et moi, ça m'a vraiment, quand je me suis rendu compte de ça, ça a été vraiment un petit choc. Mais ça, j'ai toujours trouvé les méchants plus intéressants. Probablement à cause des œuvres que j'ai découvertes, hein. Pareil, tu sais, le Batman de Tim Burton, ces deux Batman s'intéressent beaucoup plus aux méchants qu'aux gentils. Et il y a plein d'œuvres comme ça qui m'ont fasciné depuis toujours, où le personnage iconique, c'était celui qu'on aurait pu considérer comme l'antagoniste, celui qui est souvent le vrai antagoniste. Ouais, le cinéma de Tim Burton, pareil, j'en parle rarement, mais j'ai vu ces films assez tôt via mon père, et ouais, très marqué par des films comme Beetlejuice, Sleepy Hollow, Édouard aux mains d'argent, quoi. Et effectivement, c'est toujours des films qui mettent au centre de l'attention, qui mettent l'étrange au centre de l'attention, qui met le monstre en héros, qui s'intéresse vraiment plus aux créatures qu'à ces personnages humains. Et voilà, moi, tout ça, ça m'a marqué et ça m'a donné envie de continuer toujours plus loin dans cette direction-là. Il y a aussi la question de grandir qui est souvent, voilà. Qui est souvent placée, enfin, qu'on le sente ou pas, quand t'es enfant, tu le sens pas forcément, mais pour autant, tu le vis parce que c'est des thématiques que tu peux ressentir en tant que gamin. Et même si tu t'en rends pas forcément compte comme ça au premier degré, bah, tu te sens proche du film parce que peut-être, voilà, ça te parle. Puis il y a aussi toute cette question de la différence qui a souvent été mise en avant dans les films de Tim Burton. Et pour le peu que tu te sois senti un minimum différent quand tu étais gamin, que tu aies parfois eu des moments un peu de doute, bon bah forcément ça te parle. Et là, bon, Tim Burton, on le sait, hein, ça transpire ce côté. Tu te sens différent de la société, tu te sens marginal. Et je crois que quand t'es gamin, oui, c'est le genre de propos qui te parle et qui te marque. Bah, donc quand t'es gamin, en fait, de tes 0 à tes 18 ans, tu vis un body horror parce que t'as jamais le même corps pendant pendant 18 ans, t'as jamais le même corps. Tous les 6 mois, ça change, ton corps change. Ouais, puis t'apprends à te connaître, puis aussi on te prépare au futur, tu sais, pour plein de raisons. De plus en plus jeune maintenant, t'as tout ce qui est cours d'éducation sexuelle, visite médicale, compagnie, où tu sais un peu que tu vas
que tu vas changer et tu le vis pas encore toi. Il y a un côté un peu, je crois que pour les filles c'est quelque chose d'encore plus amplifié forcément avec les règles, etc. D'ailleurs, il y a énormément de films d'horreur qui parlent de ce passage-là, le passage à l'âge adulte et Carrie, par exemple. ouais, Carrie est un des meilleurs exemples. Hein. Ginger Snaps aussi, qui utilise la lycanthropie. D'ailleurs, ça a souvent été fait. Qui utilise la lycanthropie pour symboliser ce moment où ton corps change, où tu te transformes pour devenir autre chose, une femme. Ouais, non, c'est une thématique assez. Et je pense que ça fascine aussi les cinéastes de s'y attarder. Maintenant, ils sont adultes et ils parlent de ça, ils parlent de ce changement qui nous travaille quand on est ado, on travaille énormément sur tout ça, sur notre identité, on se cherche un peu qui on est, et les changements qu'on a via notre corps notamment, bah, ça fait partie de cette recherche d'identité, ça nous oriente un petit peu aussi. Et oui, quand t'es ado, par exemple, si t'es plus gros que les autres, bah, ça va jouer aussi sur toi, sur ce que tu penses, ce que tu ressens, sur ta psyché. Si je sais pas, si les autres te font chier parce que t'as un gros nez quand t'es petit, bah, ça joue aussi sur ta vision de ton corps. Si tu te sens très très beau, ça va jouer aussi. Tu vas peut-être être plus à l'aise en public. Il y a plein de choses qui jouent par rapport à ça. Et forcément, le body horror, du coup, on en revient à ça, ça rajoute une couche fascinante à ce qu'on ressent par rapport à notre propre corps, parce que je pense vraiment que quand on regarde un body horror, on se regarde soi-même se faire malmener, on reconnaît ce corps-là, on l'identifie, et c'est pour ça souvent on va regarder un body horror, on va être parce que il y a ce côté où tu vois ça à l'image et tu l'imagines sur toi, et bon bah on préfère éviter quoi en général. Alors, tu as évoqué les prémices, les quelques premiers films que tu as vus. Et après, quand est-ce que ça s'est emballé, en fait? Quand est-ce que tu es devenu boulimique de films et quel était ton moyen de voir tous ces films, en Ouais. fait? Alors, j'ai commencé à l'être c'est vraiment en entrant dans la petite adolescence, vers 13 ans. Ça, c'est beaucoup plus clair pour moi, pour le coup. Bon, c'est normal. Parce que, en fait, la chambre de ma mère, elle était dans notre grenier. On avait une grande baraque à l'époque pour toute la famille et ma mère avait aménagé le grenier et en fait il y avait une petite télé là, donc une toute petite télé à l'ancienne, une télé cathodique, mais surtout j'allais regarder sur cette télé, il y avait une chaîne qui s'appelait Plug TV qui était toute nouvelle à l'époque et qui est une chaîne suisse ou luxembourgeoise je crois, qui était faite pour diffuser en Belgique, un truc un peu particulier, mais du coup cette chaîne de télé elle diffusait plein de trucs un peu subversifs, genre c'est là que j'ai découvert South Park par exemple moi, mais sinon ils passaient le programme de 20h50, c'était presque toujours un film d'horreur. Donc j'ai découvert plein de films d'horreur là sur cette chaîne et ils faisaient des petites émissions autour aussi. Ils parlaient de films. J'ai plus énormément de souvenirs de ces émissions là, mais je me souviens que tu sais, j'avais pas d'ordinateur, il y avait pas YouTube ou quoi, et je me souviens qu'ils passaient parfois des extraits de films. Et là, je me disais, putain, il faut que je vois ça. Ça a l'air trop bien. Et alors, à ce moment-là, il y avait le vidéoclub qui rentrait en scène, et j'essayais d'aller retrouver les films dont j'avais noté le titre en voyant des extraits. Et parfois, je les trouvais, parfois, c'était des trucs trop obscurs et je les trouvais pas. Mais en tout cas, ça a été à la fois, c'était chouette de découvrir des films. Il y avait pas, quand je dis film d'horreur, c'est faux en fait. C'était des films violents. Par exemple, j'ai découvert un film qui m'avait beaucoup marqué à cette époque-là. C'est Perdita Durango de Alex de la Iglesia que j'avais adoré. Il y a plein de trucs qu'un enfant de 13 ans doit pas forcément voir là-dedans. T'as du sexe, t'as de la violence, du meurtre. Mais moi, j'ai adoré. C'était énorme. Et c'est marrant parce que j'ai découvert ça avant Tarantino. Et quand j'ai découvert Tarantino, dans ma tête, c'était un sous Perdita Durango, un sous Alex de la Iglesia. Pour moi, ça ressemble beaucoup à un Tarantino avec du recul aujourd'hui. Et Tarantino ressemble à plein d'autres réals, bien entendu, que j'ai découvert pour le coup beaucoup plus tard. Mais là, moi, j'avais eu un drôle de lien en voyant le premier Tarantino que j'ai découvert, c'est Kill Bill. J'ai pas eu trop cette réflexion avec Kill Bill, mais plus tard, j'ai découvert Reservoir Dogs. Et quand j'ai découvert Reservoir Dogs, et Jackie Brown un peu après, pour moi, il y avait quelque chose. Je me disais, mais ça me fait trop penser à Perdita Durango, tout ça. Et ça, c'était assez drôle comme réflexion, parce que je pense que c'est par rapport à quelle œuvre j'ai découvert en premier, pourquoi je pense ça. Mais sinon, ouais, il y avait une émission, ils avaient par exemple fait une émission pour Halloween où ils avaient déterminé le top 10, ça fait très YouTube pour le coup, le top 10 des créatures les plus dangereuses de films d'horreur. Et là, il y avait que des trucs que j'avais trop envie de découvrir. Hein. Il y avait Freddy dans ce top. J'ai découvert Freddy la même année, mais plus tard. Du coup, je le connaissais. J'étais genre, encore Freddy, il a l'air trop cool, ce type. C'était, il y avait les zombies de Dawn of the Dead de Romero. Il y avait vraiment plein de créatures
entre nous, c'était un top un peu de pacotille parce que ils t'ont pris les 10 trucs les plus connus, ils ont fait un top 10, ce qui ne change pas beaucoup de certains tops qu'on peut voir parfois sur YouTube. C'est un petit tacle. Mais pour moi qui n'y connaissais rien, ça a été ce genre de choses, c'était une vraie porte d'entrée. Donc, même si là, par exemple, je tacle un peu les top 10 qu'on peut voir sur YouTube, pas oublier que tout le monde n'a pas la même culture, le même niveau de connaissance, et que pour certains, c'est une vraie porte d'entrée, ce genre de petites vidéos un peu faciles, un peu évidentes. Et ça a été le cas pour moi avec cette chaîne de télé. Et alors, la même année, toujours, mais plus tard, j'avais été avec mon père voir un film, je sais plus ce que c'était un truc un peu à la con, genre Les 4 Fantastiques, un truc comme ça au cinéma. On n'avait pas, non, mais je crois, c'était même pas Les 4 Fantastiques, mais soit un truc qui m'est pas resté. Et en fait, ça c'est pas bien, hein, mais ce que faisait mon père, on allait donc à l'UGC ici à De Broecker à Bruxelles, et quand on avait regardé un film, au lieu de sortir par la sortie, on sortait par l'entrée, et on allait dans une autre salle pour regarder un deuxième film. C'est pas bien, voilà. Mais moi, bon, j'avais 13 ans, j'étais très content de le faire avec mon père. Et ce jour-là, d'autant plus parce qu'on a été voir The Grudge de Takashi Shimizu, le remake américain produit, enfin américano-japonais produit par Sam Raimi. Et ça a été mon premier film d'horreur au cinéma. Et pour le coup, ça a été une vraie claque parce que j'ai été terrifié et toute la salle avait été vraiment marquée par le film. Frappé en tout cas par le film. Je le sais parce qu'il y a une scène, alors bon, j'ai vu le film énormément de fois, je le connais vraiment par cœur pour le coup, c'est un de mes films de chevet à cause du fait que je l'ai vu au cinéma et que ça a été un vrai choc. Il y a ce moment où tu as Ted Raimi, d'ailleurs le frère de Sam qui joue dans le film, qui descend des escaliers dans le noir, et alors tu as un personnage, le personnage de Yoko qui disparaît au début du film, qui marche de façon un peu étrange, qui arrive, il la voit, et il voit que c'est Yoko, alors il vient derrière elle, il l'appelle, là, il glisse sur une flaque de sang. À ce moment-là, tout le monde dans la salle a sursauté parce qu'on était tous pris dans la scène. Tout le monde a remarqué que ses voisins de siège avaient sursauté et toute la salle a éclaté de rire à partir de là. Mais vraiment, on a éclaté de rire parce qu'on s'est rendu compte qu'on a tous foncé dans ce petit jumpscare qui n'en était même pas vraiment un. C'est juste le personnage a glissé, mais ça a été tellement bien amené, tellement bien mis en scène qu'on a pu se rendre compte qu'on était extrêmement tendu en fait devant la scène. Alors après, l'effet un peu... ça, c'est vraiment un effet de cinéma. On peut pas l'avoir chez soi. C'est que on est sorti un peu de cette scène parce qu'on s'est tous mis à éclater de rire les uns les autres. Mais pour moi, ça montre juste que la scène était que c'était très très bien mis en scène, très très bien amené, et que on était à des années-lumière de ce qui est devenu le jump scare aujourd'hui dans les gros blockbusters horrifiques. Ça prouve que on peut quand c'est bien amené, il n'y a pas besoin de mettre le son à fond, de faire un personnage qui sort comme un diable de sa boîte pour te faire sursauter. Non, un simple gars qui glisse, hop, ça fait le café. Si il y a une bonne ambiance, si c'est bien mis en scène, et ça m'a, voilà, ce film-là a été un vrai choc qui a été le début de mon amour pour la J-horror. Et du coup, c'est assez étrange parce que j'ai découvert The Grudge en 2002, version Sam Raimi, avant de découvrir Ringu, par exemple, qui est vraiment un des films que j'adule aujourd'hui, qui est un film que j'aime énormément et que j'ai découvert donc quelques mois après ça parce que mon père l'avait en DVD, ça tombe bien. Et voilà, ça a été une autre porte d'entrée pour moi, c'était le cinéma d'horreur japonais que pour le coup je connaissais quasiment pas parce que ça passait très rarement à la télé à l'époque. La J-horror, c'était son grand début en Occident, le tout début des années 2000, c'est là où on a commencé à s'intéresser ici en Occident vraiment à la J-horror de façon généralisé, hein. Tout le monde voulait aller voir le remake, Le Cercle, qui a été un film extrêmement populaire, même si certains ne savent même pas que c'est un remake d'un film japonais, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, ça se sait beaucoup plus, mais à l'époque, certains ne le savaient pas forcément quand on en parlait dans la cour de récré ou quoi. Mais avant ça, le cinéma d'horreur japonais, ouais, c'était... Je connaissais rien à ça. Et à partir de là, ça a été nouvel univers à découvrir, allons-y. Et c'était très bien. Alors juste pour revenir sur ton expérience ciné, du coup, est-ce que tu préfères le côté onanique, cassette vidéo tout seul dans ton coin, ou l'expérience ciné justement? Est-ce que tu aimes bien Ouais, j'aime les deux. Je pourrais pas en fait, c'est deux cas extrêmement différents. Le cinéma, quand j'y vais, il y a enfin, comment expliquer? Pour moi, ça se vaut, mais de façon différente. Le cinéma, j'y allais beaucoup avant en famille. C'était vraiment le moment où la sortie en famille, on y va, on regarde un film, et c'est quand même quelque chose de grand parce que ça coûte de l'argent, tout ce qu'on veut. Souvent, le cinéma allait avec un petit resto, j'en sais rien, peut-être un McDo, un fast-food, un truc.
mais c'était la sortie. On allait tous ensemble parce que bon, quand nous on allait en famille, ouais, j'ai 5 frères et sœurs quand même, donc ça casque vite. Et, on n'y allait pas tout le temps et du coup c'était spécial. Aujourd'hui j'ai ma carte UGC, j'ai tous les petits cinémas de Bruxelles, j'y vais de temps en temps pour voir des plus petits films. Ça a changé de statut pour moi, mais ça reste vraiment un moment que tu accordes à un film. Tu sors pour aller voir un film et il y a une relation très différente qui se noue. J'ai beaucoup de mal à détester un film que je vois au cinéma. C'est vraiment difficile. Un bête exemple, ça, le tout dernier Predator que j'ai vu au cinéma, je suis tout à fait conscient de toutes ces limites, de ces énormes défauts, mais à côté de ça, il y a le fait que j'ai été au cinéma pour le regarder avec ces scènes d'action. Il m'a embarqué quand même. Alors que si je l'avais découvert sur mon ordinateur, ce film-là, il s'en serait ressorti beaucoup plus mal quant à mon regard, en tout cas. Quand je regarde un film chez moi, j'ai plusieurs façons de regarder un film selon un peu l'importance que je donne à ce film-là. Tu sais, il va y avoir ce film que je télécharge ou que j'achète ou que je loue, que on me prête ou que sais-je, mais auquel j'accorde pas une énorme importance, que je me dis ça va pas être terrible, je le regarde, on va voir ce qu'il en est, et que je vais regarder sur mon ordi par exemple. Ouais. Donc je le regarde là, parfois je suis très surpris et c'est très bien, et du coup j'ai envie de le revoir, mais de façon un peu plus précautionneuse. Et souvent je me dis bon, voilà, c'était très moyen, j'ai pas trop aimé. Et sinon, donc il y a les autres films que j'ai envie de regarder via mon projecteur, où là, je me fais presque une petite session de cinéma. Ici, on est dans le noir, on se met le film avec le son bien fort et hop, on embarque dedans et on lui donne une vraie chance, peu importe le film que c'est. Après, faut en être conscient. Je sais bien que ouais, quand on file un film qui a qui a 1 sur 10 sur IMDb, ouais, je sais que j'embarque dans quelque chose et c'est vrai que je donne pas la même chance à certains de ces films que je vais donner aux films que j'ai vraiment envie de voir, que je prends le temps de mettre sur mon projecteur, que je prends le temps où je me dis vraiment là je peux pas le regarder parce que je suis en train de faire un truc. Faut vraiment que je me réserve ce temps-là. Et ça, au cinéma, c'est 100%. C'est 100% le cas. Tu te prends le temps de regarder le film. Maintenant, moi, j'aime beaucoup la notion de faire découvrir. J'aime beaucoup faire découvrir des films à des amis ou quoi. Et j'ai plus tendance à le faire chez moi parce que bon, je connais le film que je vais leur présenter, alors qu'au cinéma, on va le découvrir ensemble, ce qui est autre chose. Hein, j'aime bien aussi, mais voilà, je vais beaucoup inviter des amis et hop, je leur mets un film. Et surtout que j'ai pas mal d'amis qui sont pas vraiment cinéphiles, qui aiment bien regarder les films mais qui connaissent pas plus que ça. Alors autant dire que quand tu peux leur faire découvrir un John Carpenter ou quoi, c'est toujours un grand plaisir parce que connaissent pas forcément et hop, tu leur montres et putain, c'était bien. Donc il y a ce côté aussi qui est chouette. T'aimes bien être le poisson pilote. En fait, en gros, tu la regardes tout seul et après, si c'est validé, si tu sens que tes amis vont aimer, tu les embarques. Ouais, Et tu fais un peu ça aussi sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je me demandais comment tu te considérais par rapport à cette chaîne. Est-ce que tu te considérais comme un critique, comme un passeur, comme un vulgarisateur de l'horreur? Je sais pas. Quel est ton... C'est une excellente question parce que c'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi il n'y a pas si longtemps en fait. Parce que pendant longtemps, ma chaîne YouTube, c'était juste un truc que j'avais lancé parce que je m'ennuyais un peu. C'était un nouveau hobby en fait, ma chaîne YouTube. J'essayais plein de choses, j'ai fait du gaming et tout. Et quand j'ai commencé à parler de films, c'était pas du tout comme la forme ou le fond que je fais aujourd'hui. C'était vraiment, j'étais assis dans mon canapé, je parlais d'un film quoi. C'était sans texte, sans rien, avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup d'imprécision, voilà, c'était pas très bien. Mais je les ai quand même laissés. Les vidéos sont encore en ligne, histoire que voilà, on assume et les gens peuvent aller voir aussi le chemin qui a été fait depuis. Et alors à cette époque, j'ai créé donc cette émission que j'ai appelée la critique glauque, et parce que le seul contenu auquel j'étais abonné, enfin en tout cas que je regardais de temps en temps sur YouTube, c'était vraiment des chaînes de critiques. Je suis allé un peu dans la continuité de ça. J'ai été pas mal influencé par ceux que je regardais, à savoir, par exemple, Drawer, que je regardais à cette époque et son émission, c'était critique de films d'horreur, tout simplement. Il n'y avait pas vraiment un titre d'émission en tant que tel. C'était, voilà, je critique des films d'horreur. Il y avait carrément une chaîne, la chaîne Horreur Critique, qui s'appelle Horreur Critique, quoi. Il y avait vraiment ce côté-là, critique de films. Et je me suis dit, OK, ben, moi, ça va être la critique glauque et on va marcher un peu sur leurs traces et faire mon truc. Et du coup, je disais, voilà, tel film, j'ai bien aimé pour ça, mais ça j'ai moins aimé, ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins aimé. C'était vraiment des pures critiques. Et ça a continué à être comme ça pendant pas mal de temps. Il y a eu le moment où j'ai commencé à mettre vraiment de la voix off et des images de films, donc j'ai commencé à écrire mes textes en fait, tout simplement. Et là, au moment où j'ai commencé à écrire mes textes, j'ai commencé à réfléchir à plus conceptualiser l'émission, à plus déterminer
qu'est-ce que je voulais mettre en avant, de quoi je voulais parler. Et ça a vraiment commencé avec 2 vidéos. Une vidéo qui était consacrée comme par hasard à Sadako versus Kayako, donc le crossover entre l'héroïne de Ring et celle de The Grudge. Et là, j'ai commencé à toucher à ce qui m'intéressait vraiment, même si j'en avais pas vraiment conscience, et à ce que je fais aujourd'hui, à savoir vraiment, on raconte une histoire, on raconte l'histoire d'un film, on raconte l'histoire d'une maison de production, d'un sous-genre, on fait des rétrospectives, on fait des petites chroniques de cinéma d'horreur, des choses qu'on n'entend pas forcément sur... parce que c'est quand même un cinéma un peu laissé pour compte, le cinéma d'horreur, un peu souvent considéré comme un sous-cinéma pendant des années, en tout cas ça l'a été. Aujourd'hui, ça a tendance à un peu se démocratiser, mais pour autant, à Cannes, on voit très peu de films d'horreur, hein, c'est un bête exemple. Alors, la deuxième vidéo dans la lignée de celle de Sadako versus Kayako, c'était celle sur les zombies asiatiques. C'est pareil, j'ai vu Dernier Train pour Busan, j'avais beaucoup aimé, et au lieu de parler juste de Dernier Train pour Busan, j'ai parlé un petit peu du zombie en faisant une introduction sur pourquoi le zombie revenait à la mode et que ça coïncidait avec Walking Dead, par exemple, qui était très très populaire, et pourquoi c'était si particulier de voir Dernier Train pour Busan, parce qu'en fait, ce sont des zombies occidentaux qu'on commence à voir dans les films asiatiques, et je parlais également dans cette vidéo d'un film, c'est I Am a Hero, adapté d'un manga, qui est un très bon manga d'ailleurs, et le film est une excellente adaptation de manga live, une des meilleures que j'ai pu voir, très peu connue chez nous, et voilà, et c'était aussi un peu des zombies occidentaux, mais avec une petite touche manga et japanisante, et en fait, pareil, c'est, voilà, en partant d'un film de Dernier Train pour Busan, qui était un film actuel, enfin, il avait 1 an à l'époque, je l'ai pas découvert au cinéma, je l'ai découvert en vidéo, un film qui était plus ou moins actuel, qui était plus ou moins populaire, assez connu, ben, j'ai eu envie de parler d'un autre sujet, à savoir comment on est arrivé en Asie à présenter des zombies occidentaux, qu'est-ce que ça a de particulier, pourquoi Dernier Train pour Busan paraît si particulier alors que finalement c'est quand même un film qui aligne un peu tous les codes du film de zombies tel qu'on le connaît depuis 30 ans en Europe, ben, pourquoi ça marche aussi bien dans Dernier Train pour Busan, enfin voilà, et là c'est ce que je veux faire aujourd'hui sur ma chaîne, c'est par exemple, la dernière vidéo en date, c'est Brain Damage, c'est Elmer, le remue-ménage. Ouais, un film que j'aime depuis des années, dont j'ai toujours eu envie de parler. Et pour en parler, bah, il faut parler de son contexte qui est très particulier. Il faut parler de ses sous-textes aussi. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup faire. De quoi est-ce que le film a vraiment voulu parler au-delà de son monstre. Et ici, on parle quand même d'un monstre entre la crotte et le pénis. C'est quand même un truc très bizarre. Et pourtant, qui parle de choses vachement plus profondes, de thématiques vachement sombres et réalistes pour le coup. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus tellement de dire voilà, ce film est bon ou ce film n'est pas bon. Ou alors, si je le dis, c'est pour délivrer quelque chose derrière, un message derrière. Il y a parfois des films qui sont détestés, mais vraiment pas aimés, et je suis pas d'accord avec cet avis global de détester ce film-là, parce que pour moi, il a plein de choses, il a plein de thématiques, il a plein de bonnes idées de mise en scène, il a un contexte particulier, et j'ai envie de redonner un peu... de lui redonner un peu de ce qu'il mérite finalement. Avec Elmer, c'était un peu ça. C'est, pour moi, je comprends pas tellement que Brain Damage soit pas plus cité quand on parle de films d'horreur culte des années 80. Il a complètement sa place parmi ces films-là, et du coup, hop, je pars de ce postulat-là, et après je développe toute ma vidéo sur le film. Et finalement, bah, c'est toujours la critique glauque, mais dans ma vidéo sur Brain Damage, je donne même pas mon avis sur le film en tant que tel. Je dis pas si le film est bon, si le film est pas bon, parce que ça devient ultra accessoire. C'est plus du tout ce qui m'intéresse sur YouTube. Donc je peux plus dire que je me vois comme un critique. J'essaye, ouais, de faire découvrir des films et surtout d'essayer de les montrer sous un nouvel angle. Et voilà, aujourd'hui, ouais, le terme de passeur, j'y avais pas pensé, mais c'est un terme que je trouve vraiment bien. C'est peut-être un peu comment dire, un peu prétentieux de se voir comme ça, mais ouais, j'aime bien l'idée de faire découvrir des choses, des histoires en lien avec le cinéma d'horreur. Quel est ton rapport à l'écriture et à la critique écrite, en fait, à la presse, par exemple? Ouais, je lis beaucoup de presse écrite, j'aime beaucoup ça. Je pense pas du tout, parce qu'il y a eu des débats à un moment sur Internet sur mettre un peu en opposition les vidéastes YouTube qui parlent de cinéma et la presse écrite. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est un peu comme si on mettait en opposition les critiques télé qu'on peut voir dans des émissions sur Canal ou que sais-je, avec la presse écrite. Pour moi, c'est complémentaire, c'est pas du tout contradictoire. On vient pas prendre une place de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et moi, je nous vois même plutôt comme des héritiers de la presse écrite. Et moi, je pense énormément à Mad Movie quand je dis tout ça. Mad Movie m'a beaucoup inspiré dans l'envie de parler de films, dans l'envie de découvrir des choses. Moi, j'adorais une des rubriques que j'aime le plus dans Mad Movie, c'est
comment ils appellent encore ça, les notices lunaires, je crois. Les notules. Les notules. Les notules, pour les notices lunaires. Bon, bref, les notules et les notules asiatiques que je passais des heures à regarder avec des films, je savais pas où les trouver, mais ça te donne envie, tu vois, t'as envie de découvrir ces films pour lesquels ils ont parfois aucune info à part un poster, et eux, ils essaient de t'en parler en 2-3 lignes. Je trouvais que le contenu du magazine était ultra diversifié, qu'il y avait vraiment de tout. On passe de l'interview d'un réal, d'un acteur ou que sais-je, aux coulisses d'un tournage en cours, on revient sur un film qui est sorti il y a 20 ans, on en reparle. Enfin, il y avait vraiment plein de trucs et je suis un peu nostalgique de Mad Movie d'il y a 10 ans, 5 ans, parce que je trouve que bon, on sait que la presse écrite a un peu du mal, traverse des périodes qui sont pas évidentes depuis quelques années, hein, c'est clair et net. Et Mad Movie, on voit avec la multiplication des Ulule qu'ils font pour essayer et je vois bien quand Mad Movie consacre une affiche à, je sais pas, j'invente, mais à un Marvel ou un truc comme ça, ça me fait toujours un petit quelque chose parce que je sais qu'ils sont obligés. C'est comme un YouTuber qui parlerait d'un sujet populaire pour attirer des gens sur sa chaîne. Il y a ce côté, c'est la même logique et je la comprends et j'ai envie que Mad Movie continue à exister, donc je veux pas critiquer la démarche, mais moi ça me manque un peu cette époque où j'avais l'impression qu'on mettait beaucoup plus en avant des films obscurs chez Mad Movie. Donc mon rapport à l'écriture, moi j'ai jamais vraiment écrit de critique de films sur internet ou que ce soit, mais j'en fais de temps en temps sur Sens Critique, mais c'est vraiment pas des choses sur lesquelles je me penche très longtemps. Je le fais très à chaud quand j'ai envie de parler d'un film, que j'ai quelque chose de spécial à dire. Ça s'arrête un peu là, mais par contre, j'en lis beaucoup et je lis beaucoup de critiques étrangères. Je suis abonné à Rue Morgue, un magazine américain qui est vraiment bon dans ce qu'ils font. Ils font des analyses, des articles. Et pour moi, que ce soit Mad Movie, Rue Morgue, il y a même aussi Scream Magazine que j'achète de temps en temps parce qu'il est en kiosque ici dans certains points à Bruxelles, qui est un magazine anglais, je crois. Et j'aimerais beaucoup être abonné à Fangoria, mais on peut pas. Enfin voilà, je peux pas me le faire livrer depuis la Belgique, c'est très dommage. Mais voilà, tout ce qui existe au niveau spécialisé, ça m'intéresse de près ou de loin. Je lis beaucoup, je lis ce que les autres disent des films, même au niveau. J'ai quelques sites internet auxquels je suis abonné, quelques blogs aussi. Le blog de Bon Chic, Bon Genre qu'on peut trouver sur Twitter où elle fait des articles. On n'est pas dans de la critique, on est dans de l'analyse, dans des très très bons articles, franchement. Pareil pour l'ami Welcome to Primetime Beach. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui écrivent des critiques et qui alimentent des blogs ou des magazines avec une vraie ligne éditoriale. Et ça a été toujours très important pour moi d'en avoir une sur ma chaîne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de cinéma actuellement qui n'ont pas vraiment de ligne éditoriale. Et moi, j'en voulais une aussi. Et elle s'est un peu calquée sur celle de Mad Movie. Hein. Très clairement, j'ai été très inspiré. Donc, beaucoup de respect pour les gens du métier. Et moi, ça m'inspire. Fatalement, que je le veuille ou non, ça m'inspire dans ma façon de voir certains films, dans les thèmes que j'ai envie d'aborder sur ma chaîne, dans la façon dont je vais parler d'un film ou quels angles je vais adopter, etc. Et il y en a beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, mais il y a beaucoup de critiques écrits amateurs ou professionnels qui parlent de cinéma. Super intéressant. Tu interroges beaucoup l'horreur au cinéma et je me demande si tu l'interroges aussi dans les autres arts. Par exemple, les jeux vidéo, la BD. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher ailleurs aussi? Ou c'est réservé au cinéma dans ton esprit? Ah non, complètement. C'est beaucoup plus en littérature, je dirais. Il y a beaucoup de bouquins d'horreur. Par exemple, tout ce qui est Clive Barker, Lovecraft, Campbell. J'ai vraiment énormément de bouquins. Presque tous mes romans sont des romans d'horreur, en fait. Pas tous complètement, mais presque tous. En tout cas, tous mes romans, et à 90%, c'est des bouquins horrifiques de près ou de loin. Et c'est vrai que j'ai moins le temps aujourd'hui avec la chaîne pour laquelle je consacre beaucoup de temps. Par exemple, j'ai moins de temps pour les jeux vidéo qu'avant. Je leur accorde pas énormément de temps, mais oui, les univers un peu sombres, les univers horrifiques m'ont toujours intéressé. Silent Hill, par exemple, en jeu vidéo, était vraiment un univers fascinant. En bande dessinée manga, pareil. Je suis peut-être un peu plus diversifié au niveau de la bande dessinée. Enfin, même au niveau des films, là, par exemple, derrière moi, il y a plein de DVD qui sont absolument pas des films d'horreur, mais c'est vraiment le genre que je préfère. Je suis un peu moins comme ça avec la BD, le manga, mais je vais toujours être plus attiré par des univers un peu sombres, en tout cas, du fantastique, un peu creepy, un peu. Et alors oui, s'il y a des bonnes séries horrifiques.
ça va évidemment m'attirer, peu importe le support, peu importe le média. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Clive Barker. Clive Barker, ces personnages, je trouve qu'ils sont toujours très bien écrits, que ce soit au cinéma ou dans ses nouvelles. Bon, il n'a pas fait grand-chose au cinéma, mais un bon exemple, c'est quand même Cabal, où tu as toute une galerie de monstres. Même les humains sont des monstres, chacun à sa façon. Il n'y a aucun personnage foncièrement bon, peut-être à part la petite amie de Boone, qui est, elle, pour le coup, n'a pas vraiment, est un peu le fil conducteur du film et n'est pas vraiment méchante. Mais tous les autres, ils ont des parts d'ombre, soit symbolisées par leur côté monstrueux, soit une vraie part d'ombre, comme le personnage de Cronenberg, qui est un des personnages qui m'a le plus fasciné. Justement, c'est ce genre de personnage que j'aime bien. C'est ce psychiatre qui manipule ses patients et que c'est lui le vrai psychopathe. Moi, j'ai adoré ce personnage et le fait qu'il soit joué par Cronenberg, c'est tout un symbole en plus. Donc voilà, ça en dit long en fait sur les univers que j'aime bien. Ce personnage, c'est vraiment le genre de perso que j'adore. C'est bien, on finit cette interview comme on l'a commencé avec le body horror, le pape du body horror. Ah oui, on va pouvoir terminer avec le pape du body horror, comme tu dis, c'est bien dit. Eh bien, merci. J'aurais pu parler de plein d'autres choses comme le bif ici en Belgique, qui a eu un énorme impact sur moi parce que mon père le fréquentait depuis toujours et que du coup j'étais fort dans cette ambiance cinéma indépendant, festivalière et avec tous les gens qui produisaient des films ici en Belgique, des amis à mon père, parce que mon père en fait, je le dis rarement, mais mon père a réalisé 2 longs métrages et quelques courts métrages, il est encore en train d'en préparer maintenant et il faisait partie d'une espèce de groupe de pas mal de jeunes réals belges indépendants et du coup à la maison ça parlait beaucoup cinéma en festival, il y avait une autre vision en fait que moi j'avais pas forcément à l'époque et que j'essaye d'avoir de plus en plus, qui est celle du gars de derrière la caméra, comment il voit le film et tout. Donc ça c'est vrai que je suis pas revenu dessus et ça pouvait être intéressant de terminer en évoquant ça, qui a quand même une grosse part dans mon attrait pour l'horreur et le fantastique. Et bah, tu sais quoi, ça sera en post-générique, ça sera la scène post-générique. Parfait.